Imaginez un monde préservé, complètement dénué des influences modernes, où la survie repose uniquement sur la richesse et la générosité de la nature elle-même. Dans ce monde, une tribu vieille de 10 000 ans, les Hadzara, nichés dans le nord de la Tanzanie, maintient une harmonie profonde avec la terre-mère, refusant l'adoption de l'agriculture, de l'élevage, ou même des commodités aussi simples que des briquets, préférant à la place un mode de vie fondé sur des techniques ancestrales, souvent transmises de génération en génération. Ici, il n'est pas rare que les hommes vivent en pleine symbiose avec leur environnement, ce qui pousse à une réflexion sur la manière dont nous, dans notre monde moderne, pouvons préserver l'amour et l'harmonie au sein de nos familles et de nos communautés si inhabituelles. Installez-vous confortablement, et laissez-moi vous emmener dans un voyage fascinant au cœur du monde des cases, où chaque instant dévoile un fragment de l'époque antique, un univers humain longtemps dissimulé parmi les paysages calmes et majestueux du nord tanzanien, autour du lac Nyakaza. Cette région abrite une communauté pas comme les autres, dont la vie s'étire depuis des millénaires dans un équilibre fragile, façonné par la nécessité de tirer le meilleur de la nature tout en respectant ses lois immuables. Leur existence, profondément enracinée dans la simplicité, repose entièrement sur la générosité de la terre, véritable source de vie et d'abondance. Les cases sont des nomades, se déplaçant en petits groupes familiaux, suivant un cycle naturel que leur mode de vie a parfaitement intégré. Pour eux, la chasse n'est pas simplement une compétence ou une activité utilitaire. C'est un véritable art, une tradition ancestrale qui se transmet de génération en génération, incarnant un rapport profond et respectueux avec leur environnement. Imaginez un instant vous défaire de votre routine quotidienne saturée d'écrans, de lettres électroniques et de réseaux sociaux, pour revenir à l'essentiel, des arcs, des flèches, et la recherche constante d'antilopes, de sangliers ou d'oiseaux, chaque prise étant le fruit d'une stratégie, d'une patience et d'une connexion intime avec la nature sauvage. Leurs chiens de chasse, de nature également sauvage, ne sont pas de simples compagnons, mais de véritables partenaires, essentiels à leur survie. Ils partagent avec eux une relation presque sacrée, une confiance mutuelle qui dépasse la simple amitié. Lorsqu'un chien vieillit ou tombe malade, la tribu accepte cette réalité comme faisant partie intégrante du cycle naturel de la vie, sans tenter de le préserver artificiellement ou de le remplacer. Leur philosophie repose sur la croyance en la générosité de la terre, qu'ils perçoivent comme une source inépuisable de vie. En retour, ils ne prélèvent que ce dont ils ont besoin, évitant le gaspillage et toute forme d'excès ou d'opulence. Ce profond respect pour la nature n'est pas seulement une valeur morale, mais une véritable leçon de vie. Leur mode de vie, simple mais riche en sens, inspire et enseigne à ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec leur environnement. La tribu des Hadzara, ou Zani, fait partie de ces dernières communautés de chasseurs-cueilleurs qui subsistent encore sur la planète, témoignant d'un mode de vie ancestral, souvent peu compris ou méconnu dans notre société moderne. Leur habitat, constitué d'abris temporaires construits à partir de branches et de feuilles, reflète leur nature profondément nomade. Ils peuvent ériger ou démonter leur refuge en quelques heures seulement, suivant la nécessité et l'appel de la nature. Ce mode de vie nomade, où le mouvement constant est une règle, leur permet de rester en harmonie avec les rythmes et les cycles de la nature sauvage. C'est une existence qui paraît presque impensable dans notre monde contemporain, où tout semble figé et structuré selon des conventions rigides. Et vous? Comment vous sentiriez-vous si vous viviez dans une telle maison fragile, sans aucune garantie sur la stabilité de votre refuge, sans savoir quand il faudra le quitter pour suivre la piste des saisons ou des migrations animales? Réfléchissez à cette question, et partagez vos impressions dans les commentaires si vous le souhaitez. Car ce mode de vie, si éloigné du nôtre, nous invite à une profonde remise en question sur notre rapport au monde, à la nature, et à la manière dont nous pouvons, chacun à notre façon, préserver cet équilibre précieux qui fait toute la beauté de la vie sur Terre. Il est tout aussi surprenant que Kaz n'ait pas de dirigeants officiels, car leur communauté repose sur des principes d'égalité et de respect mutuel. Dans cette société, chaque décision importante est prise de manière collective, avec la participation de tous ses membres, indépendamment de leur âge ou de leur sexe, chaque voix ayant le même poids. Cette organisation sociale, à la fois simple et profondément harmonieuse, offre une perspective rafraîchissante face au système hiérarchique que nous connaissons habituellement, où le pouvoir et l'autorité sont concentrés entre les mains de quelques-uns. La vie des cases s'écoule en accord avec leur environnement naturel, loin des contraintes du stress quotidien, des délais oppressants et de la course effrénée pour atteindre des objectifs souvent irréalistes, comme c'est le cas dans nos sociétés modernes.
En Tanzanie, cette façon de vivre n'est pas un rêve lointain ou une utopie inaccessible, c'est leur réalité quotidienne. Leur temps n'est pas dicté par les horloges ou les calendriers, mais par le rythme naturel de la nature qui les entoure. La position du soleil leur indique quand il est temps de travailler ou de chasser, et lorsque la pleine lune apparaît dans le ciel, ils se rassemblent pour danser, célébrer ou peut-être préparer la prochaine chasse saisonnière. Leur rythme de vie, ainsi structuré, confère à leur existence une signification profonde, leur permettant de vivre de manière mesurée, paisible et surtout libre de la pression constante qui caractérise notre mode de vie occidental. Il est utile de prendre un instant pour réfléchir. Peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de cette simplicité, de cette harmonie avec la nature, qui pourrait nous aider à retrouver un peu de cette sérénité perdue. En effet, les Khazes semblent profiter de chaque instant, en ayant plus de temps pour vivre pleinement, pour apprécier chaque moment sans la précipitation incessante qui nous envahit habituellement. Leur mode de vie, lent mais riche, nous invite à imaginer un univers où la vie n'est pas une course contre la montre, mais une expérience à savourer au fil des saisons, en harmonie avec le rythme naturel du monde. Leur survie ne dépend pas uniquement de leur connexion intime avec la nature, mais aussi et surtout du rôle crucial que jouent les femmes dans la perpétuation de la lignée et la stabilité de la tribu. Sans leur contribution essentielle, il est probable que cette communauté n'aurait pas pu traverser les millénaires, accumulant un savoir précieux dans la collecte des plantes comestibles et médicinales, indispensables pour l'entretien de la famille et la cohésion du groupe. La transmission de ces connaissances, aussi bien dans la collecte que dans les traditions, confère à la tribu une résilience face aux conditions parfois difficiles du climat et des ressources. Avant d'approfondir leur mode de vie, je vous propose une petite réflexion. Imaginez un instant un mode de vie où la collaboration, le respect mutuel et la tradition se conjuguent pour créer une société équilibrée et pérenne. Si cette idée vous inspire, je vous invite à continuer cette exploration, car il y a encore tant à découvrir sur cette communauté étonnante. Leur existence repose en grande partie sur le rôle vital que jouent les femmes, qui sont au cœur même de leur société. Dans cette tribu, les femmes ne sont pas simplement des membres parmi d'autres, elles en sont le véritable cœur, assurant la survie et la prospérité grâce à leur savoir exceptionnel et leur expertise dans la cueillette, la médecine naturelle et l'éducation des enfants. Leur connaissance approfondie des plantes, qu'elles collectent avec soin, leur permet de distinguer les végétaux comestibles de ceux qui sont toxiques, mais aussi de repérer ceux qui possèdent des propriétés curatives. Ces savoirs, transmis de génération en génération, ne se limitent pas à la nutrition. Ils constituent une véritable médecine naturelle, un remède ancestral qui garantit la santé et le bien-être de toute la tribu. Ces plantes, que les femmes recueillent avec dévotion, sont utilisées comme médicaments naturels, souvent en remplacement ou en complément des médicaments modernes, dont elles connaissent bien les limites. Leur rôle dépasse largement la simple collecte alimentaire, elles participent activement à l'éducation des enfants, à l'organisation de la vie quotidienne et à la création d'un rythme stable qui favorise la cohésion et la prospérité de l'ensemble de la communauté. La société Khaza repose sur un équilibre harmonieux entre hommes et femmes. Pendant que les hommes chassent pour assurer la subsistance, les femmes prennent soin de tout le reste, la gestion du foyer, l'éducation, la préparation des remèdes et la transmission des traditions. Leur partenariat repose fondamentalement sur le respect mutuel et la collaboration, une synergie qui a permis à cette communauté de prospérer depuis des milliers. Avant d'approfondir cette réflexion, il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement la polygamie dans la vie quotidienne des habitants de Had, une communauté dont la structure sociale et culturelle est profondément influencée par cette pratique. Dans ce contexte, la polygamie ne constitue pas simplement une stratégie ostentatoire visant à exhiber richesse ou statut social, comme cela peut être le cas dans d'autres sociétés, mais elle est avant tout dictée par des nécessités vitales et des impératifs de survie. La vie dans la savane de Tanzanie, avec ses conditions climatiques rigoureuses et ses ressources souvent rares, impose une organisation communautaire particulière où chaque membre joue un rôle crucial. Dans cette société, avoir plusieurs épouses n'est pas une simple expression de prestige ou de pouvoir, mais une nécessité pragmatique qui contribue à la survie collective. Plus précisément, chaque épouse peut assumer une fonction spécifique, permettant ainsi de répartir efficacement les tâches essentielles à la vie quotidienne. La multiplication des épouses se traduit par une augmentation du nombre de mains disponibles pour la collecte de nourriture, la prise en charge des enfants, ainsi que pour le soutien aux activités quotidiennes cruciales. Ensemble, les membres de cette tribu construisent un système de division du travail,
qui fonctionne comme un mécanisme de survie parfaitement huilé, où chaque rôle est indispensable pour maintenir l'équilibre et la cohésion du groupe. Ce mode de vie témoigne d'une capacité remarquable à coopérer et à s'adapter dans l'un des environnements naturels parmi les plus difficiles au monde. La solidarité, la collaboration, et la capacité à faire face à des conditions extrêmes sont au cœur de leur existence. Il est évident que cette organisation sociale n'est pas adaptée à tout le monde. Un homme qui souhaite s'engager dans cette voie doit prouver ses compétences exceptionnelles en chasse, sa force physique, ainsi que ses qualités de leader, afin de garantir la sécurité et la stabilité de plusieurs familles simultanément. La responsabilité qui lui incombe exige un équilibre subtil entre ses émotions, ses compétences pratiques, et sa capacité à gérer un foyer étendu. Il convient également de noter que, dans cette société, la vie conjugale peut inclure un grand nombre d'épouses, parfois jusqu'à 10, voire plus dans certains cas extrêmes. Même dans des cultures où la polygamie n'est pas limitée aux hommes, il n'est pas rare de voir des hommes ayant jusqu'à 100 femmes. La question qui se pose alors est: comment ces hommes parviennent-ils à vivre et à maintenir une telle organisation conjugale? La réponse réside dans une tradition profondément enracinée, où la cohésion sociale et la solidarité communautaire jouent un rôle central. Pour mieux comprendre cette réalité, il est intéressant d'explorer des exemples issus d'autres régions du monde où la polygamie est également pratiquée. Par exemple, dans certains pays, la vie avec plusieurs femmes est considérée comme une norme, et cette pratique est intégrée dans le tissu culturel de la société. À cet égard, une vidéo pourrait explorer 10 pays où il est courant pour les hommes d'avoir plusieurs épouses, parfois jusqu'à 100, et examiner si cette réalité est réellement normale ou si elle soulève des questions sur les modes de vie et les structures sociales dans ces régions. Les tribus comme celle des Khazars illustrent parfaitement ces modes de vie inhabituels, mais fascinants, où tradition et respect mutuel se combinent harmonieusement. Dans cette communauté, les mariages sont organisés selon des règles précises, qui assurent que chaque union repose sur un consentement total et une participation équilibrée. La famille joue un rôle déterminant dans la sélection du partenaire, mais c'est avant tout la volonté des futurs époux qui prime, afin que l'union soit basée sur la compréhension mutuelle et le respect des choix personnels. Les rituels de mariage dans cette société traditionnelle prennent une importance particulière. Avant la cérémonie officielle, la famille du futur marié offre des présents précieux à celle de la future épouse. Ces dons peuvent prendre la forme de miel, symbole de douceur et d'abondance, ou d'objets fabriqués à la main, qui portent une signification symbolique profonde. Ces échanges de dons renforcent les liens entre les deux familles, exprimant leur gratitude, leur respect, et leur engagement à construire une relation durable. Ces traditions, tout en étant riches de sens, illustrent également l'importance du lien familial et de l'entraide dans cette société. Il est vrai que la culture Khazar est beaucoup moins répandue que l'on pourrait le penser, car la majorité des hommes dans cette région tendent à n'avoir qu'une seule épouse. Cependant, cela ne remet pas en question l'idée fondamentale selon laquelle la cohésion sociale repose avant tout sur l'entraide mutuelle. La vie de famille après le mariage s'organise donc autour d'un principe simple mais efficace, la coopération. Les hommes Sad, les membres de la tribu Had, confrontés aux défis quotidiens de leur environnement aride et souvent impitoyable, ont développé des méthodes ingénieuses et respectueuses de leur milieu pour assurer leur survie. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à l'eau provenant des réserves naturelles telles que les ruisseaux, les sources ou même les puits souterrains, ils s'engagent dans un processus patient et laborieux pour collecter cette ressource vitale. En creusant de profonds trous dans des zones sèches, souvent dans les lits de rivières asséchées ou dans des terrains dépourvus d'humidité, ils tentent de dénicher l'eau souterraine, un travail qui demande beaucoup de temps, d'efforts et de persévérance. Cette tâche, souvent longue et difficile, est essentielle à leur survie, car l'eau constitue leur bien le plus précieux dans cet environnement hostile. Une fois l'eau collectée, ils la stockent dans des récipients simples, conçus avec des matériaux écologiques, tels que des citrouilles séchées ou des écorces d'arbres. Ces contenants, élaborés avec soin et respect pour la nature, incarnent une solution durable parfaitement adaptée à leur mode de vie nomade et respectueux de l'environnement. La simplicité de ces outils de stockage reflète leur philosophie de vie, où chaque ressource doit être utilisée avec sagesse et précaution. Leur quotidien ne se limite pas à la recherche d'eau, mais s'étend également à la quête de nourriture, un défi constant qui exige créativité et adaptation. Le régime alimentaire de la tribu Koza est extraordinairement varié, intégrant des racines rares, des tubercules insolites, des fruits sauvages cueillis dans la nature, ainsi que du miel récolté lors de leurs expéditions.
Leur capacité à se nourrir de ces ressources naturelles témoigne d'un savoir ancestral transmis de génération en génération, et de leur habileté à exploiter la faune et la flore de leur environnement. Leur expertise en chasse leur permet de rapporter un butin souvent légendaire. Ils chassent aussi bien de petits animaux, comme les rongeurs, que des créatures plus imposantes, telles que les antilopes. Leur alimentation ne se limite pas uniquement aux animaux qu'ils capturent, mais inclut également des créatures que la majorité des gens ne voient que dans des documentaires sur la faune sauvage, tels que les porcs-épics, qu'ils consomment lors des périodes difficiles. Dans ces moments particulièrement difficiles, quand la nourriture se fait rare ou que l'eau vient à manquer, les insectes et les reptiles deviennent des sources d'énergie essentielles pour eux. Ces êtres souvent considérés comme nuisibles par d'autres, prennent une toute nouvelle signification dans leur quotidien, puisqu'ils représentent une ressource précieuse pour la survie. Leur incroyable capacité à survivre dans des conditions aussi extrêmes, complexes et souvent hostiles témoigne de leur résilience et de leur ingéniosité. On peut difficilement imaginer à quel point la Terre, dans leur quête constante d'eau ou de nourriture, devient un défi à relever, presque comme une aventure où chaque pas demande réflexion et courage. Leur mode de vie traditionnel, basé sur l'échange et l'entraide, constitue le cœur de leur société. En effet, ils fonctionnent sans recours systématique à l'argent, privilégiant des systèmes de troc où il suffit simplement de demander ce dont on a besoin et d'offrir en retour quelque chose d'utile ou de précieux. Cette pratique ancestrale, profondément ancrée dans leurs valeurs, renforce le tissu social de la communauté et garantit que chacun ait accès aux ressources essentielles. Elle reflète une conception du monde où la coopération et le soutien mutuel sont des principes fondamentaux, et où la richesse ne se mesure pas en monnaie, mais en liens humains solides et en solidarité. Cependant, au fil du temps, des influences modernes ont commencé à pénétrer leur mode de vie. Certains membres de la tribu Had ont intégré des pratiques commerciales, notamment lors de leurs interactions avec des tribus voisines ou dans le cadre de marchés locaux. Ils vendent alors de magnifiques paniers en osier, des bijoux artisanaux, ainsi que divers objets fabriqués à la main, témoins de leur savoir-faire ancestral. Ces échanges leur permettent d'acquérir des biens qu'ils ne peuvent obtenir dans la nature, tels que des vêtements modernes ou durables, ou encore des outils métalliques. Cette fusion entre tradition et nécessité moderne crée une harmonie singulière dans leur quotidien, où se mêlent respect des anciennes coutumes et adaptation aux nouvelles réalités. Les membres de la tribu Had en Tanzanie maintiennent vivantes leurs traditions de chasse, qui sont à la fois anciennes et empreintes de virtuosité. Armés d'arcs faits maison, fabriqués avec soin exigeante, cette pratique demande une patience infinie et une expérience approfondie, car chaque étape requiert une précision et une maîtrise absolue. Les membres de cette tribu possèdent une capacité étonnante à se déplacer en silence absolu à travers la forêt dense, où chaque mouvement est conçu pour ne pas trahir leur présence. Leur regard affûté ne laisse passer aucun détail, et ils sont capables de repérer, au sol, les traces à peine perceptibles laissées par la nature elle-même, telles que de minuscules branches fraîchement cassées ou des empreintes discrètes, presque invisibles, qui indiquent la présence d'une proie potentielle. Chaque indice recueilli, aussi insignifiant soit-il, les rapproche un peu plus de leur objectif. Lorsqu'un animal est repéré, le processus de chasse peut durer plusieurs heures, durant lesquelles la patience devient leur meilleur allié. Un chasseur expérimenté, comme Zataevich, sait parfaitement comment tirer parti de chaque situation. Par une précision méticuleuse, il décoche une flèche ou tire une balle avec un tir soigneusement placé, visant à assurer la réussite de l'opération. La question qui plane alors est de savoir si ce coup sera couronné de succès ou si le carquois restera vide, tel un symbole de l'incertitude inhérente à cet art. La chasse en groupe, quant à elle, pousse cette pratique à un niveau d'excellence élevé, transformant cet acte masculin en une véritable œuvre collective. Elle incarne un niveau supérieur, une harmonie parfaite entre coordination, intuition et respect de la nature. Les Kazas, ces chasseurs, ont développé une manière de communiquer exceptionnelle, utilisant des gestes précis ou à peine perceptibles, accompagnés parfois de sifflements subtils, si bien que la forêt semble même leur obéir. La lumière de la pleine lune, d'un argent éclatant, baigne la savane, illuminant chaque mouvement et permettant aux chasseurs de suivre leur proie sans recourir à quelconque éclairage artificiel. La pleine lune de Kasa, phénomène astronomique rare mais fiable, devient ainsi un allié précieux, offrant une clarté suffisante pour mener à bien cette tâche vitale. Pour eux, cette phase lunaire ne se limite pas à une simple beauté céleste ou à un symbole romantique, mais constitue une aide concrète, indispensable à leur survie.
La lumière lunaire incarne une harmonie poétique mais essentielle avec la nature, leur offrant une opportunité unique de chasser tout en respectant l'équilibre fragile qui régit leur environnement. Pour la tribu Kasa, l'extraction du miel ne se résume pas à une simple récolte de douceur. Au contraire, cette activité revêt une importance capitale, car elle constitue la principale source d'énergie et de nutrition durant certaines périodes de l'année, représentant jusqu'à 70 ou 80% de leur alimentation quotidienne. La récolte du miel, cependant, n'est pas une tâche aisée, mais plutôt une aventure audacieuse qui exige courage, patience et une maîtrise parfaite des gestes. Ce n'est pas un simple hasard si les Kasa rencontrent souvent des ruches sauvages, nichées haut dans la cime des arbres de la savane, et se tournent vers l'aide d'un petit oiseau guide, un conducteur de miel, qui les conduit directement vers ces refuges cachés. Trouver une ruche n'est que la première étape. Ensuite, ils doivent faire face à des tests d'équipement rudimentaires, car ces ruches, sans défense, sont situées dans des endroits difficiles d'accès. Ils grimpent aux arbres avec précaution, exposés aux piqûres douloureuses des abeilles. Malgré la douleur, ils persévèrent, utilisant des outils simples pour extraire le précieux nectar. La récolte du miel, bien que pénible, est une opération qu'ils abordent avec un respect profond et une vénération sincère, car chaque goutte de cette richesse dorée représente un véritable trésor. Ils savent que, lors des périodes de famine, cette précieuse ressource peut littéralement devenir leur unique espoir de survie. Le processus de récolte est considéré comme un acte sacré, une action qui dépasse la simple collecte de nourriture. Ils ne voient pas les abeilles comme des insectes ordinaires, mais comme des gardiens des dons naturels, des protecteurs de leur subsistance. Toute cette opération, du début de l'escalade jusqu'à l'extraction, se déroule dans un esprit de respect, presque comme un rituel spirituel. La démarche traduit leur lien profond avec la nature et leur attitude respectueuse envers l'environnement. Leur compréhension de ces processus ancestraux témoigne d'une harmonie rare entre l'homme et la nature, où chaque geste est empreint de gratitude et de révérence. Quand ils souhaitent faire un feu, beaucoup il est grandement temps de se reconnecter et de renforcer les liens qui unissent cette communauté si particulière. Imaginez un rassemblement chaleureux, où les membres des Kases se regroupent autour d'un feu crépitant, dont la chaleur réchauffe non seulement leur corps mais aussi leur âme. Lors de ces moments précieux, le téléphone d'une personne est passé de main en main, comme un précieux héritage, permettant à chacun de partager ses histoires, ses rires et ses souvenirs, renforçant ainsi les liens qui tissent la toile de leur communauté. Ce rituel, simple en apparence, revêt une importance capitale. Il devient un espace sacré où la tradition se transmet, où la solidarité se manifeste et où la mémoire collective se renforce, créant une atmosphère d'intimité et de partage sincère, propre à leur mode de vie. Quant à leur alimentation, il faut dire que le goût de leurs plats, souvent audacieux et inhabituellement fumés, peut surprendre ceux qui découvrent cette cuisine. Leur goût, bien que peu conventionnel pour certains, est en réalité une partie intégrante de leur expérience culturelle, reflet de leur relation intime avec la nature et leurs traditions culinaires ancestrales. Leur cuisine offre une saveur unique, souvent acquise au fil des années, qui symbolise leur identité et leur mode de vie. Cependant, cela n'est qu'une facette de leur riche patrimoine. Leur manière de vivre, leurs vêtements, leurs tenues, sont également profondément liés à leur environnement et à leur histoire. Le mode de vie des Kases est façonné par leur environnement et leur nécessité de survivre dans la savane africaine. Leurs vêtements, conçus avec soin, sont à la fois pratiques et adaptés aux conditions climatiques extrêmes. Ils sont faits pour offrir une protection contre les intempéries, tout en permettant une liberté de mouvement essentielle pour leurs activités de chasse et de cueillette. Les hommes portent généralement des shorts ou des pagnes en peau d'animaux qu'ils chassent, vêtements conçus pour leur permettre de se mouvoir aisément dans leur environnement sauvage. Les femmes, quant à elles, optent pour des jupes plus longues, souvent complétées par des capes ou des châles, qui les protègent du soleil brûlant durant la journée ou des nuits fraîches. Ces vêtements, tout en étant simples, sont soigneusement traités pour assurer leur résistance et leur flexibilité, car leur confort et leur praticité priment avant tout. Malgré leur apparence minimaliste, les tenues traditionnelles sont riches en décorations, souvent ornées de perles de rocaille ou d'autres accessoires, chacun ayant une signification profonde. Ces ornements ne sont pas de simples décorations, mais des symboles qui racontent des histoires et illustrent le lien étroit que le peuple Kase entretient avec la nature. Chaque détail de leur habillement témoigne de leur identité, de leur histoire et de leur spiritualité, renforçant leur sentiment d'appartenance et leur fierté culturelle.
Mais la culture des Kazs ne se limite pas à leur habillement. La musique et la danse occupent une place centrale dans leur vie quotidienne, véritable expression de leur identité et de leur esprit communautaire. Le soir venu, autour d'un feu de camp, leur amour du chant et de la danse se déploie dans toute sa splendeur. Ces moments de partage deviennent alors des instants magiques où, à travers la musique et la danse, ils célèbrent leur histoire, leurs croyances et leur unité. Des membres de toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés, participent avec enthousiasme, créant ainsi une atmosphère vibrante et pleine de vie. La musique, accompagnée de mouvements rythmés, devient un langage universel, un lien invisible qui unit chaque membre de la tribu dans une harmonie collective, révélant la véritable essence de leur esprit communautaire et leur profonde connexion avec leur environnement. En ce qui concerne leur système éducatif, il est fondamentalement différent de celui auquel nous sommes habitués dans nos sociétés modernes. En effet, dans la communauté des Kazs, il n'existe ni école, ni manuel scolaire, ni cours formels. Leur apprentissage se fait dans la simplicité et la spontanéité, dès leur plus jeune âge. Les enfants, très tôt, sont immergés dans leur environnement, apprenant à chasser, à cueillir, à comprendre la nature et à respecter ses lois. Leur éducation repose sur l'expérience directe, sur l'observation et l'imitation, avec pour seule instruction la transmission orale de leurs aînés. Ce mode d'apprentissage, profondément enraciné dans leur mode de vie, leur permet de développer des compétences essentielles pour leur survie, tout en renforçant leur identité culturelle et leur cohésion sociale, dans un cercle vertueux de transmission de savoirs ancestraux. Les adultes du peuple Hassa, en Tanzanie, ont longtemps été observés comme des modèles vivants, dont les jeunes garçons imitaient chaque mouvement. Ces garçons, encore adolescents, s'engageaient dans un processus d'apprentissage intensif, où ils s'appropriaient peu à peu des techniques ancestrales de chasse, transmises de génération en génération. Leur maîtrise du tir à l'arc et à l'arbalète, ainsi que leur capacité à suivre silencieusement les traces des animaux, étaient considérées comme des compétences essentielles pour leur survie dans le désert et dans les terres arides qu'ils parcouraient dès leur jeunesse. À mesure qu'ils grandissaient, ces jeunes garçons devenaient de véritables chasseurs expérimentés, capables de se déplacer avec discrétion et efficacité dans leur environnement hostile. De leur côté, les filles du peuple Hassa, quant à elles, développaient une expertise différente mais tout aussi vitale pour la communauté. Elles se tournaient vers l'expérience du destin féminin, apprenant à cueillir et à identifier les plantes comestibles, ainsi que les herbes médicinales. Leur connaissance approfondie des plantes, acquise par l'observation et la transmission orale, leur permettait de distinguer celles qui pouvaient soulager ou soigner, conférant à leur rôle une importance capitale pour la santé et la survie de tous. La vie de ces femmes était imprégnée de traditions ancestrales, où chaque geste, chaque chant au coin du feu lors des soirées, avait pour but de transmettre la sagesse, l'histoire et les coutumes culturelles de leur peuple. Ce système unique d'apprentissage ne se limitait pas à des murs ou à des écoles formelles. Au contraire, l'acquisition des connaissances se faisait en immersion totale dans leur environnement naturel, à travers l'observation, la pratique et la transmission orale. La survie et la préservation de leur mode de vie traditionnel ne dépendaient pas seulement de compétences pratiques, mais aussi d'un lien profond et intime avec la nature. Ce processus éducatif, profondément intégré à leur mode de vie, leur offrait une expérience sensorielle et spirituelle, renforçant leur identité collective et leur respect pour la terre qui les soutenait. Cependant, le peuple Hassa est aujourd'hui confronté à de nombreux défis liés à la modernité et à l'expansion des activités humaines. Les terres ancestrales, qui autrefois s'étendaient à perte de vue, sont peu à peu envahies par l'agriculture intensive, l'urbanisation et le développement économique, processus qui ont lieu depuis plusieurs siècles. Autrefois libres de parcourir de vastes territoires, chasser et récolter selon leurs besoins, ils ont dû s'adapter à un monde en rapide évolution, où leur mode de vie traditionnel est menacé de disparition. Malgré ces pressions, le peuple Hassa tente de trouver des solutions innovantes pour concilier conservation de leur culture et respect de leur environnement. De nombreuses organisations, tant locales qu'internationales, s'investissent dans la protection de leurs terres et de leur patrimoine culturel, en soutenant des initiatives visant à sauvegarder leurs pratiques ancestrales. Ces efforts ne concernent pas uniquement la préservation du patrimoine de la Tanzanie, mais touchent également à une problématique globale. Plus de 65% des terres de la planète sont consacrées à l'agriculture, ce qui entraîne souvent des conflits d'usage avec les populations autochtones. Ces peuples, comme les Hadza, se retrouvent ainsi face à un dilemme difficile:
continuer à vivre selon leurs traditions ou céder la place au développement et à la modernisation. Néanmoins, grâce à un soutien constant et à une prise de conscience croissante, il existe encore de l'espoir pour la sauvegarde du mode de vie unique des Khazes. La volonté de préserver leur identité culturelle, tout en s'adaptant aux enjeux contemporains, demeure forte. Il est essentiel que ces traditions, riches de sens et d'histoire, soient transmises aux générations futures afin que leur héritage ne se perde pas dans le tumulte du progrès. Leur mode de vie, si précieux, doit continuer à briller comme un exemple d'harmonie entre l'homme et la nature, pour inspirer le monde entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à prendre un instant pour la partager, à la commenter et à réfléchir avec nous sur les pays que vous aimeriez voir explorer lors de nos prochaines rencontres. Votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nous permet de continuer à créer des contenus riches, captivants et éducatifs. Restez connectés, car la prochaine vidéo apparaîtra bientôt à l'écran, et je suis sûr que vous l'apprécierez autant que celle que vous avez déjà vue. Merci infiniment d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.